Dans l'appel à cette journée, j'ai indiqué que je comptais exposer ce que point à tenir voulait généralement dire à la lumière de trois théories mathématiques différentes et à l'ombre de la philosophie de Badiou dans Logique les mondes. Ce faisant, il s'agissait de s'adosser à ces mathématiques et à cette philosophie pour déployer 2 heures durant, c'était le programme initial, une théorie intellectuelle des points à tenir en enchaînant 10 caractérisations de tels points. Les 10 caractérisations, c'est celles qui ont été envoyées et que j'avais élaborées en fait. Les contraintes générales de cette journée m'accordant finalement un peu moins d'1 heure pour vous parler de tout cela, ce qui m'impose, mais je prends cette contrainte en bonne part, une profonde réorganisation de mon propos qui, j'espère, sera féconde. Je vais donc procéder tout autrement. Je vais partir d'un point qui m'importe, le point de l'amour entre un homme et une femme, pour ensuite dégager quelques caractéristiques des points à tenir à la lumière mathématique des seuls topos de Grothendieck, donc en restreignant les théories mathématiques dont je voulais vous parler, et en me contentant d'évoquer très rapidement, trop rapidement, l'ombre philosophique des mondes de Badiou. Ainsi présenter ma nouvelle démarche pourra sembler strictement inductive, comme ma démarche précédente annoncée pouvait sembler unilatéralement déductive. Mais dans les deux cas, il n'en est rien. Il ne s'agit que de deux manières inverses d'exposer linéairement une dialectique entre situation concrète et abstraction formalisante. L'avantage de la méthode que j'adopte finalement sera, je pense, de faciliter l'appréhension de mon propos par des auditeurs qui ne sont pas tous habitués à ces résonances et retentissements intellectuels des mathématiques contemporaines que le séminaire Mamufy pratique de longue date. Je vois d'ailleurs qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait habitués du séminaire Mamufy et qui confirment ce diagnostic. Mon plan va donc être le suivant. Premièrement, qu'est-ce que le point de l'amour entre un homme et une femme? Le point pour moi, mon point, bien sûr. Deuxièmement, je réexaminerai ensuite ce point à la lumière de la théorie grothendickienne des points d'un topos et à l'ombre de la théorie badiousienne des points d'un monde. Et je terminerai en caractérisant synthétiquement ce que point à tenir veut dire en 10 caractérisations, mais qui sont un peu décalées par rapport aux 10 que j'avais annoncé dans mon abstract. J'indique de suite les principaux apports de ce nouveau parcours par rapport à mon résumé initial. Le point à tenir va se révéler comme l'affirmation d'un enjeu capable de pointer ou intervenir dans la situation pour effectuer cet enjeu, puis l'y défendre. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis muni de cet appareil que vous connaissez tous, qui est donc un pointeur laser. Voilà. Le point, c'est fondamentalement un pointeur en première instance. Ce faisant, ce que j'appelle point va se diviser. D'un côté, un enjeu d'ensemble, axiomatiquement décidé, qu'on appellera point avec majuscule, et qui s'avère apte à polariser la situation concernée. De l'autre, une série de points, cette fois avec minuscules et au pluriel, précis et concrets, matérialisant l'enjeu sous forme d'alternatives élémentaires, oui ou non. Risquons la métaphore sous forme de mots d'ordre, qui vont composer un espace de subjectivation au sein de la situation concernée. Au total, un point avec un grand P sera donc un enjeu apte à pointer toute une série de points, avec des petits p, de points concrets élémentaires, composant dans la situation concernée un espace subjectivé, libéré du nihilisme, et qui mérite alors d'être défendu face à la déferlante nihiliste. Ça, c'est pour indiquer globalement comment un peu je réoriente mon propos. Donc, première partie, le point de l'amour entre un homme et une femme. Pour exposer la possibilité de l'amour entre un homme et une femme, je partirai de la situation où un tel amour intervient, situation que je considère comme donnée et qui tient au fait que dans l'humanité, il y a deux sexes et deux seulement. Autrement dit, l'un de l'humanité se divise selon la différence de deux sexes. Remarque, bien sûr, sexe ne veut pas dire genre. Genre est une catégorie grammaticale qui renvoie au masculin, au féminin et au neutre. Il y a trois genres et pas deux. Le genre formule les effets dans les langues du fait qu'il y a deux sexes. Et il le formule en tenant compte du fait que la différence des deux sexes ne saurait constituer une orientation générale de la langue comme telle, puisque bien des choses de la langue échappent à la polarité sexuelle et n'y sont donc pas sexualisables.
D'où un troisième genre, formulant le tiers inclus du ni l'un ni l'autre en neutre. Je signale que l'origine du mot neutre en latin veut dire ni l'un ni l'autre. Celui, par exemple, du il y a, il faut ou il fait beau. Le il, là, n'a rien de masculin, est évidemment neutre. Leçon à retenir, le partage de l'humanité en deux sexes ne saurait valoir comme orientation générale et toute activité humaine n'est pas sexualisée ni davantage sexualisable. Au demeurant, pas plus que toute activité humaine, à mon sens, n'est politisable, n'est mathématisable ou n'est musicable, si je puis dire. Donc, dans l'humanité, il y a les hommes et il y a les femmes. Ce qui n'est aucunement, encore une fois, attribué à chaque homme un genre masculin et à chaque femme un genre féminin. Bien sûr, l'humanité doit se débrouiller avec le fait qu'elle se donne dans ce partage de deux sexes. Elle va s'en débrouiller, ici comme ailleurs, en nouant des imaginaires et des symbolisations de ce partage, en sorte d'en pointer quelques réels. Et c'est dans ce nouage borroméen, vous voyez, je fais allusion au nouage lacanien et récit, réel, symbolique, imaginaire, par lequel l'humanité pense et réfléchit son partage en deux sexes, c'est dans ce nouage que la possibilité de l'amour émerge. Je précise tout de suite. Je vais parler spécifiquement ici de la possibilité d'un amour entre un homme et une femme. Je ne parlerai pas ici de la possibilité d'un amour entre un parent et son enfant, entre deux amis. Le mot amour devient ici un homonyme trop équivoque. Cette équivocité inévitable, d'ailleurs, constitue la richesse, mais aussi les limites des langues, d'où la nécessité pour la pensée de compléter ses formulations langagères en recourant aux formalisations symboliques et littérales. Je ne parlerai pas davantage de la possibilité d'un amour sexué entre deux personnes du même sexe. Je laisserai ici à d'autres le soin d'en exposer les spécificités. Donc je délimite mon objet, si je puis dire, mon point en vérité, mon point. Posons d'abord que l'amour ainsi délimité entre un homme et une femme donné va devoir traiter le célèbre énoncé lacanien il n'y a pas de rapport sexuel. Bien sûr, cet énoncé ne postule pas qu'il n'y a pas de relation sexuelle, car il faut ici entendre rapport au sens grec de ratio, c'est-à-dire de raison commune. Je rappelle qu'en mathématiques, c'est elle qui préside à la caractérisation des nombres rationnels, c'est-à-dire dont il y a une raison commune parce que les deux sont des nombres entiers. Ainsi entendu, il n'y a pas de rapport sexuel entre un homme et une femme veut dire qu'il n'y en a pas exactement de mesure commune. Non seulement il n'y a pas de mesure commune de leurs jouissances respectives dans l'axe sexuel, mais plus largement, ils ne peuvent partager intégralement une même mesure de leurs positions respectives dans leurs relations amoureuses. L'amour dont je parle, donc celui qui constitue mon point, qui va me servir un peu d'exemple pour théoriser plus généralement ce qu'est un point, est donc confronté à ceci qu'il se joue, s'éprouve dans un acte sexuel et un ensemble de pratiques sexualisées qui ne sauraient faire rapport, c'est-à-dire dont il ne saurait y avoir de mesure commune entre leurs deux protagonistes. La possibilité de l'amour va donc se jouer au point où ce qui rapproche au plus près un homme et une femme avère l'existence entre eux d'une faille incomblable. Et cette faille, pointée exemplairement bien sûr dans l'acte sexuel, a valeur extensive en bien d'autres points de leur relation sexuelle, dans les rapports respectifs de l'homme et de la femme aux parents, au domicile commun, aux différentes activités sociales, etc. L'enjeu de l'amour va être précisément le travail d'arpenter cette extension de ce que j'appellerais l'incommensurabilité. C'est la notion que je vais mettre en avant. Mesure commune commensurable, la capacité de mesurer la mesurabilité, et la commensurabilité et l'incommensurabilité, c'est l'incapacité d'avoir une mesure commune. Travail paradoxal, car si l'énoncé il y a entre nous deux de l'incommensurable est bien partagé dans le couple, s'il constitue bien le trésor commun de l'amour en question, ce trésor ne sera pas pour autant commensuré par l'homme et la femme, qui, au point même de cet énoncé commun, maintiendront une certaine incommensurabilité de leurs positions respectives d'énonciation. En disant la même chose, il y a entre nous de l'incommensurable, mais aussi en disant la même chose, je t'aime, l'homme et la femme concernés ne disent pas exactement la même chose.
car il ne la subjective pas intégralement de la même manière. Et cette incommensurabilité est au départ du couple, s'il est vrai que l'enlacement primitif des deux je t'aime ne la recouvre pas, mais la pointe, cette incommensurabilité. Pour engager un tel travail d'arpentage amoureux, autant dire pour soutenir que la possibilité de l'amour doit s'effectuer par une vie en commun qui est en partie une vie commune, en partie, non, il faut assumer une révolution dans l'usage même du terme incommensurabilité. Faute de quoi, la prise de conscience des points d'incommensurabilité irréductibles serait désespérante. On peut en effet facilement déduire de l'existence d'une telle incommensurabilité que l'amour ne serait qu'illusion, que l'amour ne serait que le croisement de deux projections narcissiques, que l'amour relèverait d'un imaginaire déniant l'impossibilité pour une relation sexuelle de s'ancrer, de capitonner dans un réel. Au passage, dans ce cas-là, l'amour va renvoyer à une figure tragique, et on connaît dans l'histoire de la chose la prééminence de la figure tragique de l'amour, à commencer par évidemment l'exemple historique de Didon aîné, qui est l'exemple primitif, mais qui circule après Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, patati patata. Et je vous rappelle que chaque fois qu'il y a la figure du tragique, se lève la figure du mythe. Ça, c'est Lévi-Strauss qui le montre bien, parce que dès qu'il y a une contradiction irréductible, et par définition, le tragique, c'est une définition irréductible, se lève le mythe qui, pour Lévi-Strauss, est un bricolage, une contradiction qu'on peut pas résoudre, mais qu'on va essayer de réduire. On va essayer au moins, c'est ça le mythe pour Lévi-Strauss. A contrario, la possibilité de l'amour comme vérité et non pas comme illusion va s'engager en prenant cette incommensurabilité sexuelle, pension spécifiée entre un homme et une femme, hein, on ne parle pas d'incommensurabilité générale, spécifiée, en la prenant non plus comme privation, comme obstacle, comme défaut, comme manque, mais comme une ressource, comme une chance, comme une grâce et comme un excès. Autrement dit, l'amour est ce qui a capacité de se saisir de cette incommensurabilité, non plus comme défaut à éliminer, comme obstacle à surmonter, contourner ou dissoudre, mais comme occasion de ce bonheur singulier dont seul l'amour est capable. Remarquons d'ailleurs au passage ce symptôme qui, à mon avis, signe l'existence d'un bonheur partagé au lieu même d'une incommensurabilité, la capacité du couple concerné de jouer ensemble de cette incommensurabilité, comme les enfants peuvent jouer des cartes en les ressaisissant comme chance d'en faire leur terrain de jeu. Encore faut-il bien sûr pour cela que l'homme et la femme concernés n'aient pas préalablement tué l'enfant qui est en eux. C'est-à-dire une manière pour l'amour de traiter cette incommensurabilité, non pas, c'est pas de la résoudre, de l'effacer, mais d'en jouer. D'en jouer comment? Ben, chaque couple invente sa manière de jouer. Remarque générale en ce point. L'opération consistant à se saisir d'une nomination négative et privative pour la retourner en affirmation de type nouveau est éminemment moderne. Tout de même qu'ici, incommensurabilité ne va plus nommer l'absence d'une mesure commune, mais la chance gratuitement offerte de devenir vraiment deux, un deux majuscule, et non plus le deux numérique du même et de l'autre, non plus le nombre qui somme l'un et l'autre, listons d'autres notions négativement formulées dont le propre de la pensée moderne est de dégager leur potentiel affirmatif secret. Alors, je vais vous donner rapidement une liste comme ça de termes dont je vais montrer rapidement que la modernité, qui sont tous négatifs, les saisit au contraire affirmativement. À tout seigneur, tout honneur, commençons par la psychanalyse. À partir de Freud, l'inconscient n'est plus enfermé dans une privation de la conscience de soi, il est ce qui affirme l'existence d'un nouveau continent de pensée dont la logique propre vient émerger par symptômes conscients. Je vais vite, hein, évidemment. À partir de Lacan, l'impossible à imaginer et symboliser devient le nom propre affirmatif du réel comme point et non plus comme espace imaginaire, la réalité. Ce type de renversement abonde dans les mathématiques modernes, qui relèvent ce que les mathématiques classiques prenaient pour des obstacles infranchissables et les subsument par l'émergence de notions de type nouveau. Oui, bon. À partir de, je pense que c'est quelqu'un qui se log, ça. Bon. À partir de Dedekind, l'infini n'est plus essentiellement ce qui n'est pas quantitativement fini, mais ce qui est doté de la puissance spécifique qu'une partie peut y être aussi grande quantitativement que le tout. On a abouti à partir d'une une définition affirmative. L'infini, ce n'est pas ce qui n'est pas fini, c'est ce dans quoi une partie peut être équipotent que le tout.
À partir également de Dedekind, l'irrationnel n'est plus seulement le nom d'un nombre incommensurable au nombre entier, naturel, mais le nom générique de l'infinité sans mesure, non dénombrable, des nombres réellement existants, les nombres dits réels. À partir de Galois, l'irrésoluble n'est plus tant le nom d'équations algébriques, incapables sur leur propre force de nommer individuellement les racines qu'elles définissent, mais le nom d'équations dont le nouage algébrique interne est particulièrement resserré en un groupe inapparent. Une équation irrésoluble affirme ainsi un nouage secret qui ne saurait être défait et dont le nom technique est groupe de Galois. Corrélativement, à partir de Galois, l'inconnu ne sera plus tant le nom d'un nombre d'une grandeur à connaître individuellement, c'est-à-dire à doter d'une carte d'identité algébrique, mais le nom d'une individualité de type nouveau, apte à exister anonymement ou sous pseudonyme, c'est la même chose, dans un groupe donné, autant dire le nom d'une individualité constituée par le groupe qui préside à la caractérisation de ses propriétés, et non plus d'une individualité préexistante qui serait alors apte à constituer par regroupement quelques associations du type les associations de 1901. À partir de Klein, l'invariant ne désigne plus la rigidité stérile de ce qui est géométriquement étranger à la richesse analytique de subtiles variations, mais affirme une puissance singulière par son aptitude à délimiter différents types de géométrie, là où la pensée classique ne concevait qu'une seule géométrie de type euclidien. D'où les géométries hyperboliques de Lobachevsky et ou elliptiques de Riemann, aptes à émanciper la pensée géométrique d'une perception univoque de l'espace. Tout de même, à partir d'Hamilton, le non commutatif ne va plus seulement désigner la privation d'une propriété algébrique, la commutativité, mais une nouvelle manière de structurer l'espace et par là une capacité de type nouveau à s'y orienter. À partir de Gödel, l'indécidable va désigner moins l'impossibilité de calculer une décision que ou assumer au vide du calcul un énoncé nécessite une décision de type axiomatique. À partir de Cohen, l'indiscernable ne va plus tant désigner l'inconstructible par les moyens ordinaires du langage que révéler l'existence générique de ce qui peuple sans mesure les situations concernées et dont la généricité anonyme désigne la puissance et la gloire propre. Plus récemment, l'obstruction ne va plus désigner un problème à résoudre, un obstacle à franchir, à contourner ou à briser, mais l'action d'un objet de type nouveau qu'il s'agit désormais de prendre en compte et d'adjoindre à la pensée en sorte de l'étendre. Je pourrais continuer la liste, l'infinitésimale, mais je ne voudrais pas oublier les arts modernes dans cette liste-là. À partir de Schoenberg, la tonalité désigne moins la privation de la tonalité que l'accès de la composition musicale à de nouvelles puissances harmoniques et discursives. On pourrait formuler le même renversement à propos de l'athématisme ou même à propos de la maîtrise, c'est-à-dire du fait de se priver du maître musical. À partir de Kandinsky, le non figuratif désigne affirmativement une peinture émancipée de ses tutelles figuratives et accédant aux puissances picturales de couleur libérées de l'astreinte délimitante du dessin. À partir des romantiques, le fragment n'est plus tant le déchet d'un tout ébréché que l'affirmation d'une action restreinte en promesse régionale, d'une puissance globale de type nouveau, car émancipée précisément de la contrainte de totalisation. On peut accéder au global parce qu'on s'est émancipé de la contrainte imaginaire de la totalisation. Bon, je vous dis ça très rapidement, mais vous voyez que simplement pour vous indiquer que la pensée moderne est vraiment faite de ce renversement où on part d'un nom qui est formulé négativement, mais qui en fait est une affirmation. Donc, selon cette généalogie moderne, je vous propose de nommer incommensurabilité la capacité propre de l'amour à édifier des couples entre un homme et une femme, au lieu même où ils n'ont pas commune mesure. De nommer ainsi la puissance propre de l'amour à produire un 2, avec un D majuscule, qui n'est plus le 2 du nombre de l'un et de l'autre, ou la dualité du même et de l'autre. La capacité de l'amour à produire des 2 concrets et singuliers, c'est-à-dire qui condensent, au point d'un couple particulier, la possibilité universelle de l'amour entre un homme et une femme. Je vous rappelle quand même quoi de plus universel que cet amour. Nous sommes quelques-uns à l'avoir éprouvé en allant par exemple enquêter dans les bidonvilles où finalement les premières personnes qu'on a rencontrées y étaient et s'y tenaient précisément au nom d'un amour, d'un homme et une femme. C'est quand même
Ça, le capitalisme n'a pas encore. Enfin, on voit bien que tout le capitalisme essaye de détruire l'idée de l'amour en disant les contrats, la relation entre les sexes, mais il a quand même du mal à priver, y compris les gens du peuple, de cette possibilité de l'amour. Donc, instruit de ce que la pensée moderne peut s'approprier l'héritage d'une domination négative pour la ressaisir affirmativement en mettant au jour une puissance de type nouveau jusque-là ignorée ou refoulée, examinons en quel sens maintenant la possibilité de l'amour va constituer un tel type de point. Alors, appelons ça, pour cela, amour, encore une fois, dans une relation sexuée de couple homme-femme, hein, je situe, le travail pour pointer, dans l'enchevêtrement de la vie ordinaire, les endroits précieux d'incommensurabilité. Les endroits précis où l'homme concerné, bon, je vais en parler comme c'est incommensurable, il vaut mieux quand même que j'en parle du côté de l'homme, où l'homme concerné va découvrir qu'il est homme en un sens neuf, car il est l'homme de cette femme, et réciproquement, bien sûr, pour la femme concernée. À cette réserve près que ces deux découvertes vont rester elles-mêmes incommensurables, l'une à l'autre. C'est-à-dire l'intensité de l'une ne pourra exactement se mesurer à celle de l'autre. Ces deux intensités faisant un deux non numérique, celui-là même, encore une fois, qui constitue le bonheur de l'amour. Ce type d'incommensurabilité commence bien sûr par le lit, lieu par excellence où deux types de jouissance s'avèrent sans exacte mesure commune. Au passage, le malpropre de l'amour commence en ce point dans l'idée qu'il faudrait une parité mesurable des jouissances de l'un et l'autre. Ça, c'est vraiment le mal de l'amour. Ce travail découvrant joyeusement, et joyeusement, moi j'entends toujours la joie des enfants. Je vous rappelle qu'un couple là va se caractériser par le fait que face à la commensurabilité, il va le prendre comme une occasion de joie et de jeu. Découvrant joyeusement les lieux et relations où la femme que vous aimez s'avère incommensurable à vos propres vues, et vice-versa, dépend bien sûr de chaque couple, c'est-à-dire singulièrement de chaque amour. Dans des points d'incommensurabilité au corps même des relations simultanées aux enfants communs, aux ascendants respectifs, aux amis et connaissances partagées, dans les points d'incommensurabilité au cœur même des différentes manières d'habiter le même domicile, le même quartier, la même ville, le même pays et finalement le même monde, point d'incompréhensibilité au cœur même des pratiques variées des différents rapports sociaux, par exemple le rapport au travail, et puis bien sûr dans les rapports distincts au temps, au présent, au passé, au futur, et plus généralement dans les modalités dissemblables de s'orienter dans l'espace et dans le temps. Ici, nulle cartographie indispensable, nulle structure impérative, les lois de la singularité du couple l'emportent. L'incommensurabilité pourra s'avérer sur tel ou tel point de détail a priori insignifiant, lors même que telle question stratégique d'ensemble validera tout au contraire un accord intégral et profond, une mesure intégralement partagée entre la femme et l'homme et la femme concernés. C'est en ce sens que le point de l'amour s'avère un pointeur, à chaque fois singulier, au couple concerné. Le même type apparent de situation pourra être scanné, radiographié, pointé de manière différente par différents couples. Notons que ce pointeur est un filtre drastique. Il sépare radicalement ce qui, de la situation partagée, étant parfaitement commensurable, sera en un certain sens indifférent à l'amour et relèvera simplement d'un heureux compagnonnage et d'une paisible camaraderie, et ce qui, dans la même situation, concentrera l'existence même de l'amour en un point d'incommensurabilité. Notons que cette saisie par l'amour de l'incommensurabilité comme ressource, encore une fois, et non pas comme impasse, se réitère sur la catégorie elle-même négative d'inconnu. Pour formuler comment les choses de l'amour se donnent pour l'homme que je suis, je dirais ceci. L'amour sera le mouvement par lequel, apprenant à connaître l'individu rencontré, et bien sûr j'inclus dans le mot connaître son sens biblique sur lequel je ne m'étends pas, l'homme que vous êtes prend irrémédiablement mesure que cette femme qui est devenue votre femme est ce faisant devenue votre inconnue. En entendant bien sûr ce terme inconnu au sens affirmatif que la pensée moderne lui confère. L'amour est ainsi ce qui énonce ma femme et mon inconnu, en l'entendant non pas comme connaissance à acquérir, donc comme problème à résoudre, alors immanquablement cause de jalousie, mais cadeau du ciel qui agrandit sans mesure le monde auquel vous avez accès, à la condition alors expresse que vous saisissiez affirmativement la rencontre réitérée de cet inconnu
comme ce que Bernanos appelle la grâce de s'oublier. C'est dans une citation du journal d'un curé de campagne. La grâce de s'oublier soi-même, c'est-à-dire la grâce de ne plus se prendre comme mesure de toute chose. L'enjeu de le point de l'amour est donc de saisir ce qu'il y a d'incommensurable dans le couple, d'un homme et d'une femme donnée, je rappelle, pour le vivre comme lieu de bonheur partagé, pour y exister en couple. L'enjeu de l'amour est de créer, par tressage des points concrets d'incommensurabilité, l'espace partagé où existe le bonheur d'être deux. Le problème est alors que cette affirmation d'un enjeu général, engageant son effectuation en points concrets, va immanquablement lever des oppositions. Cette caractéristique vaut pour tout point véritable. Pas de point qui ne divise et ne lève des oppositions. On peut dire par contraposition logique, si un point se présente comme consensuel ou indifférent, c'est que ce n'est pas vraiment un point. Pour cartographier ces oppositions à l'amour, je propose le petit diagramme suivant qui croise deux oppositions binaires. L'une horizontale qui concerne l'existence d'une incommensurabilité entre les deux sexes. En jaune, il existe, en noir, il n'existe pas. Et l'autre concernant l'existence de l'amour. En haut, vertical, position, il existe l'amour, et en bas, il n'existe pas. D'où quatre côtés qui vont dessiner quatre positions, qui vont caractériser trois oppositions au point de l'amour. Le point de l'amour est en jaune. Hein. Décrivons-les en classant ces trois oppositions par ordre décroissant d'adversité. Je prends l'adversité, à mon avis, la plus forte, et puis je vais dans les espaces. C'est dans l'ordre ABC sur mon diagramme. Il y a d'abord ceux qui posent qu'il n'y a entre hommes et femmes ni incommensurabilité, ni moins encore d'amour, car il n'y a entre eux que la répartition sexuelle d'une espèce animale entre mâle et femelle. On pourrait dire d'ailleurs entre genres masculin et féminin. D'une certaine façon, cette position, déqualifiant tous les constituants de notre point, est pour les amants la pire, car elle ne constitue pas une opposition frontale et elle désubjective. Les tenants de cette position relèvent de ce que, justement, de ce que qui me semble relever nommable ici nihilisme passif, celui qui plaide qu'on ne saurait rien vouloir, car vouloir est trop dangereux. C'est vrai que vouloir est dangereux d'ailleurs au passage. Et qu'il faut accepter de simplement survivre sur Terre comme le font les animaux, voire les végétaux, en copulant quand il faut copuler, en se reproduisant entre mâles et femelles. B. Il y a ensuite ceux qui reconnaissent l'incommensurabilité, mais qui, excluant l'existence de tout amour, vont faire de cette incommensurabilité le signe, irréductiblement négatif, d'une indépassable guerre entre les deux sexes. Le principe sous-jacent à cette position est ici d'ordre constructiviste, me semble-t-il. Il revient à dire que comme il n'y a d'existence mesurable et que l'amour ne l'est pas, l'amour n'existe pas. Et donc que les relations entre incommensurables sont de nature antagonique. On reconnaîtra ici la figure du nihilisme actif, qui nie frontalement la possibilité de l'amour au nom même de cette incommensurabilité qui en constitue pour les amants le levier subjectif. Cette négation frontale peut prendre plusieurs formes. La plus commune est sans doute celle de Proust, qui faisait de la jalousie le noyau même de la relation amoureuse. À rebours, il convient de tenir que l'amour ne connaît pas la jalousie. Ce qui, bien sûr, ne veut nullement dire que tel ou tel amant ne puisse pas, à tel ou tel moment donné, la connaître, mais si cela se produit, cela indiquera simplement que l'amant en question sera devenu jaloux à un tout autre titre que celui de l'amour. Troisièmement, position C, il y a enfin ceux qui admettent l'existence de l'amour, mais récusent, refoulent, foreclosent, comme vous voulez, son noyau incommensurable, pour considérer qu'il y a bien un rapport sexuel, car il y a complémentarité naturelle des deux sexes. On reconnaît ici la figure que tous les amants connaissent imaginairement, celui de la moitié, la femme, ma femme à moitié. Bon, vous connaissez tout le mythe chez Platon, etc. Dans, comment ça s'appelle le banquet. Pour l'homme, classiquement, l'image, ma femme, ma sœur, mon ami. C'est typiquement ce genre de... Appelons sororal cette conception de l'amour, s'il est vrai que le rapport frère-sœur est le paradigme d'une relation transparente entre hommes et femmes. On posera donc que le point de l'amour connaît trois types d'opposition. Sa déqualification radicale par animalisation de la différence entre les sexes, point. L'exacerbation de l'incommensurabilité en guerre inévitable entre les deux sexes, position B,
La transformation de l'amour en paisible amitié sororale. Point C. On pourrait prolonger l'analyse de ces oppositions en examinant les traits que certaines d'entre elles peuvent alors partager. Par exemple, le thème aujourd'hui omniprésent d'une nécessaire parité entre hommes et femmes, thème qui vise en vérité à éponger tout reste d'incommensurabilité aux moyens juridiques et transactionnels de règlement, de contrat, est partagé par les conceptions sororales et nihilistes passifs. De même, bien sûr, le nihilisme conjoint les positions A et B. Au total, on aurait donc la constitution, cette fois non plus de trois positions, mais de deux camps opposés à l'amour, le camp, je dirais, du paritarisme et le camp du nihilisme, qui n'est pas exactement le même, qui ont une intersection commune. Posons donc que le point de l'amour, comme tout point, connaît trois types d'opposition. Cette fois, par une intensité d'opposition croissante, une position qu'on dira autre, une autre manière de penser les relations sexuelles, ici la manière sororale. C'est donc une opposition faible. En termes mathématiques, c'est ce qu'on appelle les subcontraires. Une position adverse, cette fois une manière contraire de les penser, ici celle du nihiliste actif. C'est ce qu'on appelle en mathématiques la contrariété. Et une position ennemie, c'est-à-dire une manière antagonique de les penser, et ici plutôt celle du nihilisme passif. Remarquons alors, comme Blaise Pascal l'avait vu en son temps, que le pire, le plus corrosif, le plus subjectivement pour les militants de l'amour, c'est finalement le nihilisme passif, qui était pour Pascal, je vous rappelle, les jésuites. Alors que le nihilisme actif, qui pour Pascal était les libertins, a du moins cette vertu de ne pas céder sur la nécessité subjective de vouloir. Ceci correspond au passage, si vous avez lu Le Maître ignorant, à l'idée que finalement, pour un militant, le pire, c'est la gauche et pas la droite, sur le militant de l'égalité. Parce qu'au moins la droite, d'une façon, s'affronte en disant il n'y a pas d'égalité, et au moins on sait qu'on a, elle est cynique, et on sait qu'on a un ennemi, alors que la gauche est hypocrite et dire on va réduire les inégalités, oui, c'est embêtant, etc. Et donc, finalement, la gauche est beaucoup plus désubjectivante que la droite. Évidemment, ce n'est pas un plaidoyer pour la droite, hein, vous avez compris. Rendu ici, examinons maintenant, donc là j'en ai fini sur ma première partie, comment la mathématique et la philosophie peuvent éclairer et ombrer ce point. Alors, ce faisant, je vous annonce tout de suite qu'on va effectuer un grand écart, hein, en passant du bonheur sensible de l'amour à la lumière un peu crue de la mathématique. Donc là, accrochez-vous. C'est un petit tunnel qui va durer 10 minutes, hein. Mon parcours va introduire deux idées mathématiques modernes suivantes. Premièrement, un monde en mathématiques où une situation n'est plus donnée comme un ensemble de points élémentaires. Autrement dit, la donation n'opère plus de l'élémentaire vers le composé. Elle ne procède plus du simple au complexe. Dans le monde euclidien, c'est ça. On a le point, on étend le point, on fait une droite, on fait bouger la droite, on a le plan, on introduit une troisième dimension. Vous voyez, on a donc tout un ensemble, c'est un ensemble de points. Le point est constituant de monde. Maintenant, dans la mathématique, un monde va être désormais pensé comme étant donné selon un arrangement interne, cohérent et consistant, qui ne distingue pas de points élémentaires. Je vais rapidement vous indiquer la structure susceptible de constituer un tel monde sans points, un tel monde de type nouveau. Première chose. Deuxièmement, dans ce monde sans points préalables et constituants, on va cependant pointer ce qu'on appellera alors des points de type nouveau, où l'on va retrouver l'impératif kierkegaardien de réduplication à monde nouveau, point de type nouveau. Autrement dit, tout de même que pour Adorno, il n'est pas possible de faire une philosophie de la musique moderne qui ne serait pas une philosophie moderne de la musique, on ne peut pas faire une philosophie de la musique moderne avec les conceptions aristotéliciennes, par exemple, ça n'a pas de sens. De même, il n'y aura de points d'un monde moderne que des points modernes de ce monde. On ne va pas retrouver évidemment, la même chose. Munis de ces deux clarifications, nous pourrons alors revenir en dernière partie sur la manière générale dont un point entendu comme enjeu global affirmé pour une situation donnée, est à même d'y pointer toute une série de points concrets. Alors, concernant ces questions mathématiques, je vais les exposer en l'illustrant par la méthode générale d'adjonction-extension que Dedekind a mise en œuvre au XIXe siècle dans sa théorie des coupures. Je rappelle succinctement, en haut à gauche. Dedekind constate d'abord qu'un nombre rationnel peut couper la droite réelle. Étendant alors, donc, nombre rationnel, coupure constituée, étendant alors la notion de coupure à des coupures de type nouveau,
qui vont couper la droite réelle autrement que par un nombre rationnel. Il va montrer que ces coupures de type nouveau peuvent en retour définir des nombres de type nouveau, en sorte finalement, par adjonction de cette nouvelle opération, d'étendre le corps initial des nombres. Bon, on l'a développé, mais c'est simplement vous voyez j'ai un pointeur qui pointe. Donc, il part des nombres qu'on connaît. Les nombres rationnels, on les connaît, c'est des nombres qui sont à partir des nombres entiers, la division de nombres entiers. Il montre qu'ils sont capables de couper une droite. Il va à partir de là produire des nouvelles manières de couper la droite, et il va dire que ces nouvelles manières de couper la droite, qui ne sont pas les mêmes, pas par un nombre, mais par d'autres méthodes, vont définir d'autres types de nombres. Et ces nombres, il va montrer que c'est une extension de là. Et là, on va appeler ces nombres les nombres réels, alors que ceux-là sont les nombres rationnels. Et donc, on va étendre le corps des nombres réels Q au corps des nombres rationnels par adjonction d'une opération qui est celle des coupures. Ce mouvement-là est un mouvement de pensée moderne qui est très important, qui va être à l'œuvre dans tout ce que je vais vous dire. C'est pour ça que je vous en parle, que je vous le présente. Alors, notre méthode générale va être la suivante. On va partir d'un objet. Donc là, vous prenez l'autre chose. On va faire la même chose. On va partir d'un objet de type connu ou courant qui engendre une opération habituelle alpha. On va en déduire de ça l'existence d'une opération bêta de type nouveau et on va montrer que cette nouvelle opération est capable d'engendrer, à l'envers de la première engendrement, des objets de type nouveau. Donc l'adjonction de l'opération bêta étend le monde initial aux objets de type nouveau. Donc ça va être la même chose. Là, 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 là. D'accord. Ça va être le chef général. Alors, à cette lumière, la mathématique moderne va partir de la conception topologique classique d'un espace. Alors, j'imagine que pour ceux qui ne sont pas habitués, les mots, là, dans le détail, vous ne les saisissez pas, mais saisissez le mouvement de pensée dont je parle là. Hein. Enfin, saisissez, intuitionnez, je veux dire. À cette lumière, la mathématique moderne va partir de la conception topologique classique d'un espace comme constitué par les points élémentaires. Pour cela, le plus simple est de concevoir cet espace topologique comme constitué par la famille des voisinages de ces points. Quand il y a un voisinage, c'est toujours le voisinage d'un point. Alors, on sait qu'on peut tout aussi bien définir ce même espace topologique par la famille de ces ouverts ou de ces fermés, avec cette différence essentielle qu'un ouvert ou un fermé ne fait référence à aucun point interne, moins encore à un point constituant, alors que par contre, le point est constituant du voisinage. Une topologie est alors définie par la structure de ces ouverts. Cette structure s'appelle un treillis. Alors là, je vous expose ce qu'il y a en haut à gauche. Va s'appeler un treillis. Je ne m'étends pas sur le contenu détaillé. En gros, l'idée, c'est que l'intersection finie de différents ouverts et l'union de différents ouverts forme un espace ordonné par l'inclusion. C'est un espace partiellement ordonné avec les plus petits supérieurs et les plus grands inférieurs. Bon, ça, c'est le détail technique pour qui ça dit quelque chose. L'idée va être alors de définir même chose. Donc, voyez, vous partez d'un espace topologique qui, avec des points, pensez au voisinage, mais vous allez vous rendre compte que le définissant, vous pouvez le définir aussi comme un ensemble d'ouverts, et donc là, vous allez produire la notion de treillis. Vous allez étendre donc la notion de treillis à une notion qui n'est plus spatiale, mais algébrique, euh, et qui vont constituer eux-mêmes des situations non spatiales, c'est-à-dire des catégories, des toposes de faisceaux, etc. Puisque pour ceux qui savent, les faisceaux, en fait, ne font aucune référence à un point. Ils font référence à une sorte de topologie avec des ouverts, mais il n'y a aucune référence à un point. Euh, on retrouve donc, ce faisant, l'esprit de notre méthode générale. On passe d'une structure constituée par un espace, l'espace topologique, les points, on passe à une structure constituante de lieux sans points. Voilà. Celle-là, donc, c'est une structure qui n'a plus de points. Et ces treillis, désormais conçus comme structure opérant des localisations ponctuelles, alors, pour ça que j'ai pris l'exemple de Pollock, d'un tableau de Pollock, c'est-à-dire imaginez un espace qui est fait, bon, je ne sais pas si c'est le meilleur tableau de Pollock que j'ai choisi, je n'ai pas passé beaucoup de temps, mais voyez un espace qui est fait de tâches et pas de points. Voilà, il y a des tâches, mais il n'y a nulle part de points. Mais vous voyez bien que vous avez un rapport entre ces tâches qui vous... Et donc la question, c'est finalement... Alors ça serait penser à l'image du treillis, enfin bon, et donc la question, c'est la capacité d'un telle chose de pointer, de définir des points. Donc ça va former ce que les mathématiques appellent une locale sans point. Bon, là, je ne m'étends pas sur ce point-là parce que, bon.
On aura ainsi généralisé plutôt qu'étendu la notion d'espace topologique par la généralisation, plutôt que par l'adjonction, là, de la structure plutôt que l'opération de treillis. C'est l'exemple en haut, enfin l'exemple, le schéma en haut à gauche, même si le détail technique, vous ne le suivez pas, mais je pense que vous pouvez suivre, intuitionner le mouvement de pensée. Alors, ça, c'était mon premier point. Donc maintenant, la question, c'est dans ces espaces sans points que sont les locales, définis par des treillis, treillis étant eux-mêmes, encore une fois, une extension de ce qu'était le treillis topologique, comment faire des points? Comment, dans notre colloque, faire des points? Deuxième partie. Alors, la généralisation des points va procéder de la même manière. Donc ça, c'est la partie, c'est toujours mon même schéma. Va procéder de la même manière. Premièrement, on va partir des points d'un espace topologique et singularité une de leurs propriétés qui va être celle de pointer élémentairement des parties de cet espace. Deuxièmement, donc ça, c'est le premier, toujours pareil. Vous voyez, il y a toujours trois mouvements. Un, deux, trois, et après, on constate qu'ici, il y a un rapport d'extension. Deuxièmement, on va alors examiner dans nos locales, ces nouveaux espaces sans points, des capacités équivalentes de pointer, capacités qui cette fois ne feront plus appel à des points courants, mais à des propriétés immanentes à la structure sans point de ces locales. Troisièmement, on posera enfin que ces pointeurs de type nouveau, qui seront là de type fonctoriel, vont pointer à partir de ces lieux de type nouveau, que sont les locales, des points de type nouveau. Donc, vous voyez, on va passer d'un pointeur de type ensembliste à un pointeur fonctoriel qui va pointer des types nouveaux. Et ça se passe à l'intérieur de notre local, c'est-à-dire notre espace sans point. La technique de pointer repose sur une technique de renversement dont j'expose simplement le principe pour les mathématiciens aux pieds nus présents ce matin dans notre assemblée. Et là, je demande un peu de patience aux autres parce que là, il y a un petit tunnel mathématique encore un peu plus resserré. Hein. Sortez pas votre portable quand même, mais enfin bon, j'en donne le principe, le mouvement. On va partir du fait que le singleton, qui est de manière soit, qui veut dire un ensemble avec un seul élément qu'on peut dire l'ensemble vide, ou on le met avec un astérix, est l'objet terminal 1 de la catégorie des ensembles ENS. C'est ici. Bon, c'est pour ceux pour qui ça parle, hein, les autres. C'est-à-dire qu'il y a pour tout objet de la catégorie, c'est-à-dire pour tout ensemble, un morphisme unique de vers 1, de E vers 1, qui est d'une façon le compte pour 1 de tout ensemble. On examine alors ce qu'il en est dans la catégorie duale ENS-HOP, que je n'ai pas écrit là, et on constate que s'il existe des morphismes inverses du précédent allant de 1 vers chaque ensemble, ce morphisme, s'il en existe un, alors ce morphisme pointera un élément de E. Voir ici la notion d'ensemble pointé, c'est-à-dire d'un ensemble qui on couple l'ensemble A avec un de ses éléments distingués, qui est appelé point de base. Si vous voulez, l'élément X pointe l'ensemble un peu comme une épingle pointe un papillon, voyez, ou comme vous mettriez une épingle sur une tâche de Pollock pour dire voilà, c'est. Donc ça, on part de ça c'est dans la catégorie d'ensemble, il n'y a pas de problème, il y a des points, etc. Et alors ça va être la même idée, c'est-à-dire on va essayer de transposer ça, de généraliser ça dans l'espace de nos locales, qui eux-mêmes, lui, est un espace sans points. C'est ça l'idée. Si l'on généralise alors cela à la catégorie des locales, grand L, comme la catégorie. Alors, il se trouve que la catégorie ENS, enfin ANS plutôt, est l'objet terminal de cette catégorie. Donc cette catégorie-là se trouve être l'objet terminal. Bon, je vous passe l'explication de la chose. Ceci va suggérer que le même renversement que précédemment va désigner un foncteur, cette fois qui va de ENS vers L, qui est une locale. Une locale, c'est un de nos espaces à nous, qui va venir pointer la locale, elle, dans la catégorie générale, et donc qui distinguer une infrastructure ensembliste composée d'éléments points. Ainsi, le point P, bon, vous voyez, donc l'idée, c'est de la même manière que ici, si vous avez ici un morphisme inverse, il va pointer dans E, parce que 1 est justement l'élément terminal. De la même manière, dans cette catégorie des locales, c'est-à-dire notre catégorie des ensembles, nos espaces de type nouveau, ENS qui est l'objet terminal, N, pardon, parce que ENS c'est ridicule.
s'il vient pointer une locale, il va y discerner d'une façon une structure ensemble, c'est-à-dire une structure de points. Ainsi, le point P, cette fois d'un topos, sera donné de même techniquement défini. Je ne sais pas si je l'ai. Non. Alors, on aboutit à la définition, si vous voulez, canonique du point. Je vous la donne. Le point d'un topos est un foncteur, mais particulier, qu'on appelle morphisme géométrique. C'est-à-dire, en gros, il préserve les limites et les colimites, il préserve la structure géométrique, entre le topos des ensembles et ce topos-là. Donc, c'est un foncteur, parce que là, c'est un foncteur entre ENS et un topos. Bon, alors je ne continue pas plus avant sur la technicité mathématique, ça c'est pour suggérer à ceux qui voient de quoi je parle. Je saute à pieds joints dessus, malgré l'intérêt conceptuel, mais c'est parce que le temps ne me le permet pas, et donc ceux qui dormaient là peuvent se... On sort du tunnel là. L'important est alors que les points, comme les points courants, nos points au centre de type du boulon ont un caractère élémentaire, c'est-à-dire qu'ils vont être régis par l'alternative stricte de Hamlet, to be or not to be. Leur mode d'existence en situation est strictement binaire. Ils existent ou ils n'existent pas dans la situation concernée. En quelque sorte, ils existent en noir et blanc, sans possibilité de nuancer leur modalité d'existence par du gris. Ces points sont donc bien doublement, ces points de type nouveau sont bien doublement des points au sens où on en parlait avant. Il y a un rapport entre les deux, sinon ça serait une opération nominaliste bidon. Non seulement ils sont l'effet d'une action de pointage, donc le résultat d'un pointeur, donc ils sont l'effet d'un truc comme ça, voilà, bon, hop. Mais ils sont un résultat ponctuel au sens où leur existence n'est pas relativisable. Elle n'est ou elle n'est pas. Et à ce point-là, il est dedans ou il n'est pas. On ne va pas dire il y a un petit peu, parce que je ne peux pas le mettre, vous voyez, enfin bon, vous voyez l'image, je ne peux pas le mettre à la frontière, je ne peux pas le mettre à cheval, si mon point est vraiment très, très point. C'est vraiment un point. Retenons donc au total qu'un point avec un grand P va désigner un processus à trois termes, le pointeur, l'opération de pointage et son résultat pointé. Dernière précision, avant d'en venir aux caractérisations générales de mon point. Oui, je suis dans les temps. Euh, pour tout topos mathématique, pour tout monde philosophique, et non, et donc pour nous, pour toute situation existentielle, l'existence de tels points n'est aucunement garantie. Un topos peut être sans points ou comprendre assez de points. Dans notre cas, une situation, etc., peut être sans points du côté de l'amour, ce que j'ai indiqué. Il n'y a pas de raison que dans toute situation, il y ait de l'incommensurable. Ça dépend des couples en question, mais il n'y a aucune raison. Alors, au passage, c'est sur cette base, c'est la seule allusion que je fais à Badiou, c'est sur cette base que Badiou va distinguer dans Logique des mondes, philosophiquement, différents types de mondes. Les mondes atones, qui sont des mondes sans points, à l'inverse, les mondes tendus, qui sont des mondes avec un maximum de points, et puis entre les deux, en passant par des mondes stables, inconséquents, inactifs, inorganiques, voilà, il y a une espèce de cartographie ou de zoologie des mondes qui, au passage, est intéressant si on se pose la question dans quel monde nous vivons. Voilà, alors évidemment, un monde au regard d'un enjeu particulier. Hein. Il est clair que si on examine dans quel monde nous vivons à la lumière d'un éventuel point de l'amour, d'un éventuel point de la mathématique, de la politique, on ne va pas du tout avoir la même radiographie du monde. Hein. Donc, l'important pour nous aujourd'hui est de comprendre que la situation donc, de l'humanité ne garantit nullement par elle-même l'existence du point de l'amour. Ce n'est pas sa structure en deux sexes qui l'engendre ipso facto. Pour y faire exister le point de l'amour, il faut y adjoindre un foncteur susceptible d'opérer comme pointeur. Autant dire, il faut y intervenir selon le pari d'une décision axiomatique, c'est-à-dire d'une thèse qui ne va une thèse, une proposition indécidable, mais qui n'est pas une hypothèse. Je rappelle quand même qu'une hypothèse, c'est quelque chose, c'est une thèse qui se soumet à la possibilité expérimentale d'une réfutation, d'une vérification. Là, les points en question ne sont pas des hypothèses, ne sont pas des choses qui vont être soumises à une vérification expérimentale. Il n'y en a pas de vérification expérimentale. Ça existe ou ça n'existe pas.
Au passage, c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec Badiou pour parler d'hypothèse communiste. Le communisme n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas une thèse qui serait expérimentalement vérifiable, évidemment. La preuve, c'est que si ça ne marche pas, on va essayer de la faire exister autrement. Il n'y en a pas de protocole. Donc là, l'amour, ce n'est pas une hypothèse, c'est une thèse. Qui ne sait d'ailleurs qu'on ne s'engage dans un amour par l'échange de deux je t'aime, non pas sous la forme d'une hypothèse, du genre, bon, écoutez, on va bien voir à l'expérience, on va voir où ça nous mène, mais sous le signe d'une position éthique qui engage pour toujours, même si après on se sépare, mais de toute façon, c'est pour toujours. Bon, éclairé, je l'espère, par ces trop rapides considérations mathématico-philosophiques, formulons quelques propriétés cardinales de nos points à tenir. Alors, je vais le faire selon 10 caractéristiques qui sont un peu différentes de celles que j'ai annoncées dans mon abstract. J'ai pas retravaillé sur l'écart entre ces deux versions, mais l'idée, c'est que ces deux versions ne sont pas incompatibles, mais plutôt complémentaires. J'ai pas fait le temps de travail. Alors, première caractéristique, il n'y a deux points que relatifs à une situation donnée. Ça, pas de problème. Au passage, cela indique pourquoi l'amour, généralement nommé, ne saurait constituer un point. Bon, vous savez, l'énoncé de Saint Jean, Dieu est amour, quand on parle de l'amour comme ça en général, c'est entièrement inconsistant, évidemment. Et je ne connais pas d'énoncé plus inconsistant que celui de Saint Jean, parce que quand on dit Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Amour, c'est tellement général qu'on ne sait pas ce que c'est. Et le verbe être entre les deux, on ne sait absolument pas ce que c'est. Bon. Donc c'est un énoncé imaginaire. J'ai rien contre les énoncés imaginaires, hein, parce qu'il faut des énoncés imaginaires. Mais enfin, voilà, il est de cet ordre-là. Il est difficile à nouer une symbolisation qui permet de pointer un réel, hein, d'ailleurs, c'est énoncé. Deuxièmement, dans cette situation donnée, un point qu'il va s'agir de tenir s'engage subjectivement par l'affirmation d'un enjeu dans cette situation, l'affirmation d'une possibilité qui va constituer l'enjeu même de tout le processus. Donc, pas de point sans l'affirmation d'une possibilité qui va constituer son enjeu. Troisièmement, cet enjeu, l'affirmation donc de cette possibilité est un pari sur la situation. C'est une décision incalculable. On ne peut en calculer ni les raisons, ni exactement les conséquences. Ou dit en termes satriens, ni exactement les mobiles, ni même les motifs. Comme le dit Sartre dans L'être et le néant, une telle décision, comme toute décision véritable, quand on décide d'acheter une voiture, ce n'est pas une décision, parce que c'est éminemment calculable. On regarde les prix, les avantages, etc. Mais une vraie décision, elle n'est par définition incalculable, n'est le résultat d'aucune délibération préalable, au sens où elle ne saurait procéder d'aucun calcul a priori. C'est tout au contraire la décision, Sartre le montre bien dans l'être néant, qui engage une délibération a posteriori pour prendre mesure des conséquences pratiques, pour calculer à quoi engage ce qu'on a décidé. Mais la décision ne procède pas d'un calcul préalable. C'est des pages vraiment formidables de l'être néant, hein, sur la dialectique en plus des mobiles et des motifs. Quatrièmement, l'enjeu ainsi décidé a un caractère global, au sens où il concerne la situation dans sa globalité. Au sens où il a une portée globale dans la situation, il ne se limite pas à corriger ou modifier telle ou telle des composantes de cette situation. Il en va, pour celui qui fait sien cet enjeu, de la possibilité à portée globale que quelque justice s'inscrive dans la situation en jeu et la rende ainsi mieux subjectivement respirable. Eh bien, dans le cas de l'amour, évidemment, c'est tout à fait particulier, mais ça a une portée globale parce que ça a une portée globale sur la conception précisément de la relation et de la question du rapport des deux sexes dans l'humanité. Cinquièmement, l'enjeu affirmé doit être apte à pointer dans la situation à quels endroits précis l'effectuation de la possibilité va se jouer. Autant dire à quel endroit concret le point va pouvoir réellement exister subjectivement. J'ai rapidement indiqué que le travail propre de l'amour consistait à cerner les points précis d'incommensurabilité entre les deux sexes du couple pour en faire les oriflammes de cet amour, lui évitant de se rabattre sur la multitude des lieux ordinaires où prévaut par contre une mesure humaine commune. De même, là je me lance dans des questions pour un certain nombre de points annoncés à notre programme. Cette question de pointer ouvre aux questions suivantes. Sur quelle pratique concrète de l'école l'affirmation d'une possible émancipation des intelligences dans cette institution va-t-elle jouer son existence subjective?
à quelle pratique, par contre, ce point sera par contre indifférent. De même, sur quelle pratique architecturale concrète l'affirmation des vertus émancipatrices d'une architecture vernaculaire va-t-elle jouer son existence subjective? Par contre, à quelle pratique ce point sera a priori indifférent? Enfin, concernant la nécessité affirmée que la langue maternelle du peuple tunisien, la darija, devienne la langue tunisienne officielle, on aura le même type de question pour instruire la manière dont cette nécessité constitue ou non un point subjectif à faire exister et tenir en situation. Sur quelle pratique concrète la darija, comme langue tunisienne, joue-t-elle aujourd'hui son existence subjective? À quelle pratique, par contre, peut-elle être indifférente? Donc, formulons cela par métaphore politique, métaphore, hein, en disant que l'enjeu décidé, alors là, c'est mon petit schéma ici à gauche, qui reprend celui qu'on avait fait tout à l'heure, je vous rappelle, en mathématiques, que l'enjeu décidé va pointer. Donc, un point, c'est un enjeu qui pointe dans la situation des points que j'appelle mot d'ordre, au sens où il formule une directive compacte qui va être telle qu'elle est à prendre ou à laisser. Je ne peux pas la nuancer. Alors là, je prends mot d'ordre au sens léniniste, hein. Je vous signale qu'il y a un texte intéressant de Lénine qu'il a écrit après le tournant de la Révolution, enfin, après le 4 juillet 1917, à propos des mots d'ordre, où il explique pourquoi le mot d'ordre avant tout le pouvoir aux soviets, à partir du 4 juillet, ne vaut plus rien. Mais en même temps, quelques mois plus tard, en septembre, il va reprendre, ça dépend de la conjoncture. Donc en utilisant, on va dire, une caractérisation politique de ce type-là, et non pas celle de Deleuze dans Mille plateaux, qui caractérise un mot d'ordre de manière telle que ça se dilue complètement, puisqu'il en arrive à l'idée que tout énoncé sera un mot d'ordre. Bon, il y a donc un débat sur ce qu'on entend par mot d'ordre. Là, je le prends de manière ramassée dans sa conception léniniste. Directive, compacte, à prendre ou à laisser. Tout le pouvoir aux soviets, on voit, hein, c'est pas un peu de pouvoir, peut-être tout à l'heure, mais attends, il faut quand même en discuter. Non, voilà. Sixième, bon, c'est une métaphore, hein. C'est une métaphore. Mais enfin, dans le cas de l'amour, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'il y a des points où il ne faut pas céder sur le fait que, voilà. Sixièmement, au lieu précis ainsi pointé, la question de l'effectuation prend alors la forme d'une stricte alternative. Le point est tenu en ces lieux où il n'y a plus de points. En ces lieux, il n'y a plus place pour les nuances ou quelque relativisation que ce soit. Flancher en ces lieux serait liquider le point. Renoncer en cet endroit serait démissionner. Alors, je signale que là, le nihilisme passif déqualifie systématiquement la possibilité que les subjectivités soient contraintes à une alternative strictement binaire. Ça, c'est vraiment c'est la vulgate aujourd'hui. Pour ce faire, il recourt aux arguties de la complexité civilisationnelle. C'est trop complexe pour qu'on soit acculé à répondre par oui ou par non. Ah ben, avant, c'était simple, maintenant, c'est complexe. Bon, je vous signale que le monde moderne n'a rien de plus complexe que ce qu'il était au moment des Romains. Enfin, c'est complètement débile. Imaginez, c'est quand même plus simple d'être à la position de Biden que d'être à la position de Marc Aurèle, qui, lorsqu'il avait affaire aux attaques en Germanie, devait envoyer un cavalier qui prenait un mois pour aller là-bas, qui revenait en un mois pour lui apporter des nouvelles de. Enfin bon. Donc, le nihilisme passif recourt aux arguties de la complexité civilisationnelle, l'art des nuances démocratiques, évidemment. Comment penser encore en noir et blanc? Les vertus parlementaires de la conciliation et de la tolérance. Vous me faites violence en m'acculant à un point binaire. Et on connaît d'autant mieux ces subterfuges qu'ils s'accompagnent immanquablement d'une froide brutalité par les mêmes personnes dès que leur intérêt se trouve en jeu. Puis alors de nuances. C'est désormais frontalement les valeurs de l'Occident ou les valeurs de la République contre la barbarie. Ici, pas de débat. Les privilèges de notre monde occidental ne sont pas négociables. Les valeurs de la République ne sont pas négociables. On est vraiment dans le binaire le plus brutal. Donc pour eux, c'est un point. D'accord. Mais alors ne dites pas que c'est un point binaire. donc, donc, si tenir un enjeu global discerne bien les points précis d'alternatives binaires, c'est alors parce que de tels points constituent le réel du point dans la situation concernée. C'est bien ici-là que se joue le réel du point, donc de la possibilité globale dont il est le nom. Septièmement, au point de la situation où la possibilité affirmée joue son existence en s'efforçant de s'y effectuer, se lève d'inévitables oppositions.
parmi lesquels il faut bien sûr compter également les oppositions qui vont se lever chez celui-là même qui porte le point, et qui va, à un moment donné ou à un autre, se mettre à douter, prendre peur, être tenté de ne pas persévérer, être incité par quelque argument réaliste à lâcher prise, etc. Distinguons généralement ici trois types d'opposition, conformément à ce que je vous ai proposé précédemment. Premièrement, l'inertie subjectivement dévastatrice du nihilisme passif qui énonce à quoi bon ce point, en vain, contentons-nous de tranquillement survivre dans l'ordre établi et la régularité de la situation concernée en y trouvant notre petite place et en cultivant notre parcelle. Voltaire, en nihiliste si l'on veut. Subjectivement, rien de pire que cette immersion molle dans la passivité d'une survie élevée de manière grandiloquente aux vertus du vivant. Bon, le paradigme est alors immanquablement celui de la vie animale, voire végétale. Les mots d'ordre de ce nihilisme passif deviennent assez vite vivre comme des oiseaux, des fourmis, voire des porcs, ou vivre comme les arbres. Les arbres sont nos frères. Deuxièmement, position, l'antagonisme déclaré du nihilisme actif qui va s'attacher à détruire cette affirmation. En effet, pour qui veut le rien, c'est la caractéristique du nihilisme actif, l'ennemi principal est bien celui qui soutient tranquillement qu'on peut parfaitement vouloir quelque chose qui en vaut la peine et que le vouloir n'est donc nullement acculé à vouloir le rien. Redisons-le pour nous, l'avantage du nihilisme subjectif du nihilisme actif sur le passif, c'est qu'au moins il déclare la guerre et par là revendique une nécessité subjective de se prononcer. Au moins là, on doit se prononcer. Finalement, troisième position, ceux qui vont plutôt soutenir qu'il y a mieux à faire que tenir un point. Non pas ne rien vouloir, comme les premiers, non pas vouloir le rien, comme les seconds, mais vouloir autre chose qu'un point, pour lequel il faut se battre. Leur parti prend alors le plus souvent la forme d'une double négation, apte évidemment à contourner le pari et les risques de l'affirmation. Double négation dont le bénéfice attendu est de n'avoir pas à fixer un vouloir dont on tient absolument à garder le caractère errant, mobile et perpétuellement relativisable. Alors là, l'idée, à mon avis, c'est, je ne change pas j'ai presque fini, mais, d'où la question. Alors, d'où la question générale suivante, dirons-nous que nos différents opposants, les trois types d'opposants que j'ai décrits, tiennent eux-mêmes ou non à un point qui leur serait propre? Ça, c'est une question. Alors, concernant les troisièmes, c'est-à-dire ceux qui disent qu'il y a mieux à faire qu'à tenir un point parce qu'on peut tenir autre chose. En général, d'ailleurs, ça consiste à dire, euh, enfin, bon, la réponse la plus classique, c'est de dire changer le monde, c'est compliqué, donc je commence à me changer moi-même. Ou je me change moi-même avec mes copains un tour et puis on fait un phalanstère. Et là, comme ça. Alors, concernant cela, je dirais que leur double négation pose un point émoussé, un point qui serait sans pointe. Autant dire pour nous un non-point avec un grand P, un point émoussé, voilà. Concernant les nihilistes passifs, il est clair que ne rien vouloir ne saurait affirmer qu'un retrait. Tel ce livre, vous savez, du fameux personnage Bartleby de Melville, I would prefer not to. Je préférerais ne pas. Il spécifie jamais quoi, mais je préférerais ne pas. Et il en meurt. Oui, bah, évidemment, mais il est déjà mort quand il l'énonce, enfin, évidemment. Sauf, on est mort aussitôt qu'en prononce ça, parce que ça veut dire, bon, je préférais être un légume, un porc ou un arbre. Ce faisant, on ne dispose pas d'une véritable affirmation, au mieux d'une affirmation au sens purement grammatical du terme, et encore s'il est vrai que l'énoncé je ne veux rien n'est grammaticalement ni une équation, ni une affirmation, mais une dénégation. Donc si même on le prend grammaticalement, c'est pas exactement une affirmation. Quant aux nihilistes actifs, qui sont finalement les plus intéressants dans l'affaire, qui affirment vouloir le rien et brandissent vive la mort, les fameux fascistes franquistes, tiennent-ils quelques points au sens où l'on en parle ici? À mon avis, guère davantage. Car les affirmations qui sont les nôtres sont circonstanciées, délimitées. Par exemple, l'énoncé vive l'amour, s'il est sans plus préciser de quel amour il s'agit, n'est pas une affirmation constituant un point. Vive l'amour, l'amour quoi? L'amour des femmes en général, l'amour de cette femme, l'amour des voitures, du sport, l'amour de. Bon. A fortiori, un énoncé grammaticalement affirmatif comme je veux le rien, qui s'enferme dans la polarité inconsistante du tout ou rien, parce que le rien se définit évidemment comme l'inverse du tout, ne constitue pas une affirmation au sens que nous l'entendons ici.
l'affirmation que nous entendons n'est pas purement formelle, elle n'est pas seulement grammaticale, elle doit se rédupliquer, c'est-à-dire qu'elle doit affirmer de l'affirmatif. Son caractère affirmatif, autrement dit, doit tenir à la fois dans son énoncé et dans la position d'énonciation, ce qui n'est pas le cas dans je veux le rien. On en conclura qu'à proprement parler, les nihilistes n'ont pas de point et que leur nihilisme s'étend donc à nier tout point. Bon, je livre ça à la discussion parce que certains d'entre nous peuvent penser que peut-être qu'il y a un point de nihilisme. Huitième point, huitième caractéristique, on est presque fini. L'existence de ces trois oppositions configure le point comme point à défendre. Alors il y a là, à mon avis, aujourd'hui une dimension essentielle, en particulier face au nihilisme. Tenir son point, c'est effectuer quelque chose qui méritera d'être défendu. Avoir aujourd'hui quelque chose à défendre et pas simplement résister à la progression adverse constitue en soi une conquête capitale, une victoire subjective de grande importance qui engage aussitôt une espérance. Et vous savez que la caractéristique de l'espérance, c'est qu'elle suit une victoire et non pas la précède. Comme l'ont bien déglagé Clausewitz puis Mao, la défensive stratégique a cette vertu inégalable de vous donner l'initiative du lieu et du moment où livrer bataille. C'est la stratégie défensive qui a l'initiative tactique. Et c'est le fameux mot d'ordre de Mao. Stratégiquement, on est 1 contre 10, ils sont 10 fois plus nombreux, mais on est capable de se battre à 10 contre 1 tactiquement. Mais encore faut-il, bien sûr, avoir quelque chose à défendre. A contrario, et Christine Ross en fait la remarque pertinente dans son dernier livre, je vous signale la forme commune, la résistance laisse toute initiative à un adversaire qui dicte où et quand se battre. La résistance est de nature oppositionnelle et critique. Elle intériorise une impuissance à constituer et affirmer par soi-même. Elle entérine une faiblesse et une stérilité. Bien sûr, mieux vaut résister que se soumettre. Mais il y a mieux à faire. Déclarer l'enjeu global d'une possibilité, pointer ou l'effectuer, travailler à la réaliser en quelque endroit précis, pour ensuite faire face à ceux qui ne le supporteront pas, mais en restant cette fois maître de la géographie et de l'histoire de cette défensive. Nos points ne sont donc pas des points de résistance, mais des points constituants méritant d'être défendus face aux inévitables oppositions. Neuvième caractéristique, tenir son point délivre alors un affect très spécifique, venant pointer affectivement la puissance subjective à l'œuvre. Alors là, je vous livre une question parce que j'ai cherché, je ne sais pas exactement comment nommer cet affect. Comment nommer l'affect de qui se découvre capable de tenir quelque chose qu'il a gratuitement décidé face à la déferlante nihiliste? Comment nommer l'affect de qui découvre ce que confiance et espérance veulent dire d'éminemment concret? C'est pas exactement le bonheur à deux de l'amour, le bonheur de l'amour. C'est pas exactement l'enthousiasme collectif de la politique. C'est pas exactement le sentiment de grandeur dans les arts, sentiment de grandeur d'autant plus fort que ça donne dans des œuvres qui sont petites par définition, enfin petites, limitées, compactes, enfin. Et ou le sentiment de lumière dans les sciences. J'ai pas de réponse. Peut-être parce que le point tel qu'on en parle, évidemment, est trop général, alors que là, je prends quatre affects qui précisent de quel point il s'agit. Un point dans l'amour, c'est le bonheur, un point. Je lègue cette question à notre noble assemblée. Dixième point, ajoutons une dernière question avant de conclure. Comment mesurer le travail d'un point? Ben, évidemment, on tient son point, qu'est-ce qu'il le mesure? Alors, essentiellement, me semble-t-il, à la capacité du point de relier du point grand P, l'enjeu, à relier différents points concrets, les petits points, en un espace subjectivé interne à la situation de départ, autant dire à y créer une zone libérée du nihilisme. Bon, vous voyez la métaphore politique. Si le point, l'enjeu, est capable d'avoir s'être concrétisé dans différents points, il crée dans cet espace-là une zone libérée du nihilisme. Je conclus. Au total, il est clair que l'essentiel concernant les points qui vont aujourd'hui nous occuper est le travail pour tenir bon. Pour tenir bon dans l'enquête sur la situation concernée, en vue d'y déceler les endroits précis où la possibilité affirmée doit s'effectuer. Pour tenir bon face aux adversités qui vont immanquablement se lever, au lieu même, pourtant c'est une libre générosité du travail, une chose affirmative, on détruit rien, on affirme.
Pour tenir bon dans une défensive au long cours qui implique une souple invention des pas de côté, c'est pas une dogmatique. Pour une fois, tenir un point, c'est pas camper en un endroit, hein, pas du tout. C'est se déplacer. Et mais en même temps, donc, ni dogmatique, mais une intelligente fermeté contre cette fois un possible opportunisme. De se dire, bon, bah, ouais, là, c'est pas. Voilà. En ce sens, affirmer un point et tenir bon sur son travail en situation, c'est toujours s'engager dans une longue marche. Bon, là, vous me voyez venir, enfin, certains me voient venir. Et donc, souhaitons en nos rencontres franco-tunisiennes de continuer d'inventer leur propre longue marche. C'est terminé.